Je vois accourir des types en civil avec des flashballs dans la main et tout. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, mon premier réflexe, c'est pas d'aller vers eux parce que je suis pas trop, voilà, j'ai pas trop envie de discuter avec ces gens-là. Du coup, je commence à m'en aller doucement, l'air de rien, comme si j'étais un passant dans la rue, et je traverse le carrefour. Et en fait, ils sont venus directement vers moi. Et du coup, ils me ramènent près de la maison. C'est un document, c'est ça je crois que c'est celui-là qui m'a remis le jour même. Ouais. Dans les grandes lignes, est connu pour être un membre actif de la mouvance contestataire radicale, reconnu comme étant un leader de cette mouvance, ce qui est très drôle quand on sait que c'est anti-hiérarchique, notre mouvance, si tant est qu'elle existe. Et notamment, il y a quelques exemples. Le fait que j'ai participé à l'organisation du camp anti-autoritaire et anti-nucléaire de Bure, qui était à l'été dernier, et très actif dans les réunions de préparation de la COP 21. Et donc, suit la décision qui est de m'assigner à résidence pendant toute la durée de la COP. Donc, ça prend effet le jour même, donc du 26 novembre jusqu'au 12 décembre. Et ça implique un pointage quotidien, 3 fois par jour, à 9h le matin, 13h et 19h30, si je me souviens bien. Et ainsi qu'une obligation de rester chez moi de 20h à 6h du matin, tous les jours. Et une interdiction de quitter Ivry-sur-Seine, enfin voilà, la commune où j'habite. Ce qui est plus implicite et pas écrit dans l'assignation à résidence, que ça implique aussi une surveillance accrue des agents du renseignement qui sont sur ma gueule aussi souvent que possible. Évidemment, quand tu reçois ce type d'assignation, tu fais un recours au tribunal administratif et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur se justifie. Et c'est là qu'apparaissent les fameuses notes blanches qui sont transmises au tribunal administratif et c'est là-dedans qu'on découvre que la surveillance, elle existe depuis toujours, depuis de longues années, sachant que dans mes notes blanches n'apparaissent que des éléments à charge. Je mets des énormes guillemets hein, parce que c'est beaucoup de supputations, beaucoup de suppositions, quasiment pas de preuves. On part du principe que les services de renseignement ont forcément raison. Et ils ne signent pas leurs documents, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas évidemment de nom d'agent du renseignement, pas de matricule, même pas le service, et pas de signature, pas de cachet, rien du tout. Voilà. L'important pour eux, à ce moment-là, c'est pas de montrer que je suis un criminel ou un délinquant. L'important pour eux, c'est de démontrer qu'il y a suffisamment de soupçons pour supposer que je pourrais être dangereux pendant la COP et pour justifier mon assignation à résidence. C'est assez difficile à vivre, pas parce que l'assignation elle-même est quelque chose d'insurmontable. Bon, pointer 3 fois par jour, ça te casse ta journée, tu peux rien faire d'autre. Effectivement, ce qui est hyper difficile dans l'assignation à résidence à vivre, c'est la manière dont tu te poses des questions sur tout ce que ça implique, sur les tenants et aboutissants de la chose, pourquoi je suis un des 24 en France. Qu'est-ce qui justifie à un moment donné que je devienne, entre guillemets, l'ennemi public numéro 1, 2 ou 24 ? Que je le veuille ou non, je suis considéré comme dangereux. Qu'est-ce que je fais de ça? Comment je vis avec ça? Et comment aussi, je ne vis pas tout seul dans ma maison, je vis avec d'autres gens. Comment eux, ils vivent la chose? Comment ce que je vis moi implique aussi tous ceux de mon entourage? D'être sous surveillance, à chaque fois qu'ils sortent par la porte de la maison, ils doivent se dire en fait, on me prend en photo parce que je vis avec quelqu'un. Moi, j'ai toujours été militant anti-autoritaire et je considère l'État comme une chose qui ne devrait pas exister parce que
parce que je suis contre les rapports de domination et que j'estime que l'État ne peut pas être autre chose que totalitaire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'assignation à résidence, c'est la confirmation que l'État, c'est bien quelque chose d'autoritaire et de totalitaire, puisque ils sont présents non seulement dans la sphère publique, mais là, ça va au-delà. Les services de renseignement sont dans ta maison, quoi. Ils sont dans ta vie, ils sont dans ta maison, ils sont dans ta vie intime. Du coup, j'ai toujours considéré qu'en fait, ce qu'on considère souvent comme des privilèges et qu'on est content d'avoir, en gros, la CAF, le Pôle emploi et la sécurité sociale, c'est des outils de contrôle. Du coup, je suis dans une réflexion où déjà ma vie privée, ma vie intime, mon corps, en fait, il est déjà sous contrôle. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'ils ont insufflé quand même en moi plus de paranoïa et plus de crainte. Donc c'est un peu toute cette idéologie de la peur et voilà, théoriser le terroriste, hein, puisque je pense que quelque part ils me considèrent comme potentiellement terroriste, comme beaucoup de gens de mon milieu. Et du coup, dans cette logique-là, ils ont quelque part gagné. Ils ont gagné d'une certaine manière parce que je conçois ma présence dans l'espace public et ma participation à un certain nombre d'activités politiques que j'ai toujours eues depuis 10 ans. Je la considère autrement aujourd'hui, avec beaucoup plus de précautions. Je marche sur des œufs, je suis un peu plus paranoïaque. J'essaye de ne pas le faire vivre à mon entourage, mais je savais que la répression existe, la surveillance existe, mais aujourd'hui je me rends compte que je ne peux pas détacher de moi l'idée qu'en fait ils sont tout le temps là et qu'ils peuvent être dans mon dos et qu'ils peuvent me surveiller d'une manière particulière. Et ça a changé. Ça a changé dans mon rapport au monde, dans ma confiance, aussi dans mes engagements politiques. Comment je peux faire confiance, à qui je peux faire confiance. On a dit, bon voilà, il y a 200 anarchistes autonomes sur Paris, on va en choper au hasard dedans, qu'on voit particulièrement souvent, et on va les assigner pour prévenir tous les autres. C'est un peu toucher quelques-uns pour faire peur à tous les autres. Donc soit c'est cette logique-là, ce qui me paraît crédible, soit c'est un acharnement particulier sur certaines personnes dont je fais partie. Est-ce que en fait on m'a envoyé le signal que l'assignation c'est un pas, que la prison c'est la prison, on l'a toujours en tête quand on milite, on se dit toujours bon la prison c'est une possibilité, c'est ce qui peut m'arriver si je m'engage trop radicalement, etc. Mais l'assignation, c'est encore autre chose. C'est la prison chez soi, c'est quelque chose de plus... je le considère, moi, comme plus violent psychologiquement. Parce que c'est une manière de te prévenir que ce qui peut t'arriver, il peut t'arriver pire. Et moi, je ne sais pas comment l'État va devenir. J'ai l'impression que l'état d'urgence, c'est un élément. Pour moi, il n'y a pas rupture. Pour moi, il y a une continuité. Et on peut voir réémerger l'état profond qui existait au moment de la guerre d'Algérie avec... le SAC, l'OAS et des gens qui mènent des opérations extrajudiciaires. Et ça, en fait, tu te dis non, mais c'est pas possible, on est dans cette espèce d'idéologie progressiste, la société, on va toujours mieux, les gens sont de mieux en mieux dans la société, on a de plus en plus de confort, de démocratie, gna gna gna. Du coup, tu te dis pas ce genre de choses. Mais moi, je l'ai en tête. Je me dis, un jour, pourquoi pas, si je vais trop loin, en fait, on m'a prévenu en 2015 que peut-être en 2018, si je ferme pas ma gueule d'ici là et que si je continue sur cette pente-là, je peux me faire péter la gueule. Je me suis déjà fait péter la gueule par les agents du renseignement en 2014. Pourquoi ça pourrait pas aller plus loin par des gens qu'on ne pourra pas reconnaître comme des agents du renseignement, des gens dans la rue, ici, en sortant de chez moi, des inconnus qu'on traitera comme on dira oui, des voyous, des délinquants. Mais en fait, ce sera des agents de police. C'est vraiment, il y a plein de questions comme ça. Hein. Ça peut paraître absurde de se dire ça quand on est bercé par des discours démocratiques. Il y a des discours qui tendent à dire que, très clairement, tout délinquant
peut potentiellement devenir un terroriste. Et ça devient de plus en plus imprégné dans l'esprit des gens. Délinquance amène au terrorisme. Parce que délinquance te fait faire n'importe quoi, t'as pas de cerveau, et tu peux passer de la petite délinquance au crime organisé, du crime organisé au terrorisme. Enfin voilà, c'est une espèce de glissement idéologique et sémantique complètement absurde, mais qui est dans la tête des penseurs et des conseillers en sécurité de l'Élysée et du gouvernement. De toute façon, les résistants ont toujours été terroristes. Les premiers à utiliser le terme terroriste, c'est les Allemands, pendant l'occupation allemande, qui ont considéré les résistants français comme des terroristes. Ils les appelaient les terroristes. À partir du moment où des idéologues qui passent à la télé tous les jours et qui conseillent les politiques parlent de djihadisme vert, on a compris. Tu vois, on a compris que voilà, pour eux, il y a une même soupe. Tous ceux qui contestent le pouvoir établi, qu'ils soient issus de l'immigration musulmans, un petit peu trop musulmans, ou un petit peu trop à gauche, ou un petit peu trop démocrates, parce que finalement c'est ça le problème, quoi. Et ben voilà, on les met tous dans la même case et ça facilite les choses. En fait, l'assignation à l'évidence, c'est une magnifique preuve, à un moment donné, qu'on essaye, ils testent, quoi. Ils en prennent 24, ils mettent dans le même tas que les musulmans et ils disent ça passe ou ça casse. Ça passe. C'est passé. Ça m'attriste qu'en fait, ils réussissent à avoir une emprise sur nos vies en nous mettant tous en danger les uns par rapport aux autres, alors on essaye d'être une famille, on partage des choses qui sont de l'ordre de la solidarité concrète, de la fraternité et des valeurs que eux, en fait, qui leur sont complètement étrangères. Ils en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils écrivent ça sur des frontons de mairie, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, quoi. Et nous, on sait ce que ça veut dire. Et c'est eux qui nous mettent en danger. Du coup, de ne pas donner mon prénom, c'est aussi parce que je ne veux pas donner de prise sur ce qu'ils nous infligent, ou au minimum, mais il faut en parler, il faut qu'on en parle, et c'est pour ça que je parle au moins. C'est contrairement à d'autres qui ne veulent pas parler, et je les soutiens totalement, quoi. Je ne les pousserai jamais à parler, quoi. Parce que entre guillemets, sortir de l'ombre, c'est augmenter le danger qui nous guette, quoi.